Le tribunal vous reconnaît coupable de tous les faits qui vous sont reprochés. Le tribunal vous condamne à 3 ans d'emprisonnement. Lorsqu'il sortira de prison, il sera reconnu à la frontière. Cayenne, en Guyane, département d'outre-mer. Ici s'appliquent les lois de la République, comme dans tous les autres départements de France. Je suis Anne Kayenakis, procureure de la République à Cayenne. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on dit Madame le procureur ou Madame la procureure? En ce qui me concerne, je préfère Madame le procureur. Je considère que la fonction n'a strictement rien à voir avec le sexe de celui qui l'exerce. Les magistrats du ministère public, donc les procureurs, ont pour mission l'exercice de l'action publique. Cette mission d'avoir à poursuivre les infractions pour obtenir réparation, pour obtenir sanction, a été avec le temps déplacée vers un magistrat qui agit pour les intérêts de la République, pour les intérêts de la société et pour l'application de la loi. Vous n'avez jamais été condamné? Vous n'êtes jamais passé ici, là, devant le tribunal? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes ici parce qu'il vous est reproché d'avoir à Cayenne importé en contrebande des marchandises prohibées, en l'espèce 600 kg de riz et 350 kg de sucre, en provenance du Suriname? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que... Alors, fait prévu et réprimé par les articles 38, 414, 417, 418, 420 à 422, 432, 437, 438 du Code des douanes. En substance de la contrebande. Contrebande de riz et de sucre. C'est donc le procureur qui exerce l'action publique, donc qui engage la machine en quelque sorte. Pour cela, il est destinataire des plaintes, des dénonciations. C'est au procureur de la République que les gens s'adressent pour porter plainte. C'est donc le procureur de la République qui va décider s'il doit poursuivre ou ne pas poursuivre une infraction qui a été constatée. Bien sûr, si les éléments de preuve sont insuffisants, si les faits ne sont pas caractérisés, la question ne se pose plus et on ne poursuit pas. En revanche, si les éléments de preuve sont là, si l'auteur de l'infraction est identifié, eh bien, le procureur de la République apprécie la suite qu'il doit donner. En France, 182 magistrats occupent la fonction de procureur de la République, soit un procureur par tribunal de grande instance. Au nom de la société, ils poursuivent les délinquants correctionnels, les criminels devant la cour d'assises. On les appelle les magistrats du ministère public. Ils sont les magistrats de l'accusation, les magistrats du parquet, en opposition avec les juges, ceux qu'on appelle les magistrats du siège. Dans un parquet, il y a un procureur qui n'est pas tout seul, qui a besoin de l'appui de ses substituts parce que la matière est parfois importante à traiter. Le parquet de Cayenne est constitué d'un procureur de la République et de 3 substituts. Et un 4e substitut vient régulièrement de Fort-de-France. Le substitut du procureur est celui qui substitue le procureur. Donc le procureur exerce l'action publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses substituts qui le remplacent totalement. C'est lui qui va coordonner l'action de l'ensemble du parquet. Bon, mais écoutez, on va faire un petit point de la permanence des dernières semaines. Monsieur Ravenet, vous avez eu un temps fort sur la permanence, et puis vous, Monsieur Montfort, après vous nous dites ce qui est en cours. Et puis on fera un peu le point des différents cabinets. Oui, bon, on a eu un point fort avec un triple homicide qui a été commis par un policier sur Saint-Laurent. Bon, on a pu traiter, j'allais dire, en temps réel l'affaire, en quelque sorte, et ouvrir assez rapidement. La petite difficulté, c'est que l'intéressé, donc, qui a tenté de se suicider donc, suite à l'affaire, est toujours vivant. Mais, donc, il a été mis en examen mercredi de la semaine dernière. Vous êtes allé à l'hôpital? En se déplaçant donc à l'hôpital avec le juge d'instruction, l'avocat, etc. 6 jours ne sont pas en danger. ne sont pas menacés. Et il est gardé à l'hôpital ou pas? Il est actuellement gardé par les policiers puisqu'il est sous le régime de la détention actuellement, détention provisoire. Donc, pas de problème. Ensuite, c'est vous qui avez pris à partir de vendredi? Ce week-end, oui, le temps fort, c'est les coups de feu qui ont été tirés dimanche après-midi, dans un premier temps au domicile d'un indépendantiste
de Cayenne. Et quelques heures après, la même chose au domicile, alors plus du tout d'un indépendantisme, mais du président du Conseil général. Donc il y a des investigations à faire au niveau de la recherche de l'arme, de l'origine, savoir si c'est la même arme, si c'est le même projectile ou identique. Donc les policiers m'ont confirmé ce matin les difficultés de l'enquête, les recherches actuelles, et je leur ai demandé de saisir le service spécialisé de la police judiciaire. Est-ce qu'il peut vous arriver d'avoir des pressions politiques? Je n'ai jamais reçu en particulier d'instructions en provenance de la hiérarchie me demandant de ne pas faire à raison du fait qu'on était confronté à une donnée politique. Ce qui serait peut-être intéressant de dire, c'est le parquet en général, pas seulement le parquet de Cayenne. Hein? Là-dessus, quand même, bon. Le parquet est un corps hiérarchisé. Bien. À partir du moment où c'est un corps hiérarchisé, vous êtes donc soumis à des directives de politique pénale, vous êtes soumis à des observations, à des instructions. Alors, où se situe la liberté, où se situe le souci de carrière, etc. Moi, chacun se détermine, là, c'est très personnel, mais c'est vrai que c'est un corps hiérarchisé, alors c'est quelquefois pas facile. Bon, vous avez un célèbre exemple, hein, l'hélicoptère pour aller chercher Davnas en Himalaya, ça montrait quand même bien que le substitut, c'était Ivry, je crois, il posait quelques problèmes, donc on attendait le procureur pour qu'il lui dise... Mon grand, tu vas faire autrement. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même une hiérarchie. Et peut-être que le sentiment n'est pas partagé par tout le monde. Hein. Mais c'est là où je trouve que, si vous voulez, on est peut-être un peu piégé. Mais dans tous les parquets de France, hein. C'est pas à Cayenne. Allô? Oui? Oui, chef, bonjour. Vol de cyclo? Oui. Attendez, vous me dites qu'on en a 3 en garde à vue? Voilà. Est-ce que vous m'avez envoyé la notification de garde à vue pour que moi je puisse faire mes recherches? Bon, on dit donc déferment dans mon bureau, 11h30, je fais venir l'avocat, je l'informe. Hein? Parfait. C'est ce qu'on appelle une bonne permanence quand même. On chôme pas. Hein? Mais à vrai dire, là, la permanence, je remplace un de mes collègues qui théoriquement a sa semaine de permanence. Mais comme il se trouve qu'aujourd'hui on n'est que 2 au parquet, il est à l'audience, donc je le remplace pour la journée. D'accord? Donc on se replace les consignes, on se parle des affaires, bon, hein, voilà. Vous savez que le parquet est indivisible, donc que ce soit lui ou que ce soit moi, c'est pareil si vous voulez, hein, sur le plan de la, comment dirais-je, de l'exactitude juridique hein, de nos actes, c'est pareil. Hein, que ce soit lui ou moi qui signons nos actes de procédure, ça revient au même. Hein. C'est toujours un magistrat du parquet, donc c'est ce qui importe. Ben entre. Donc tu vas voir, alors il me l'amène à 11h30. Il me le défère à 11h30. Donc CBV sur concubine, 10 jours d'ITT et vraiment il lui a mis la tête grave. Hein. Il n'est pas allé de main morte quoi. Bien, vous savez ce qui vous est reproché, monsieur? Allez-y. Je reconnais ce que j'ai fait. Vous êtes là parce que vous cognez. Parce que quand on vous contrarie, vous tapez, monsieur. Non, je n'ai pas contrarié. Bah si, elle vous a contrarié, puisqu'elle vous a parlé de votre ancienne copine, là. Elle m'a sorti que je la voyais toujours. Et alors après, elle m'a dit que c'était pas vrai. Alors du coup, vous tapez dessus. Vous pouvez pas régler vos problèmes autrement, monsieur. Vous êtes là pour ça. Je vais vous faire passer au tribunal tout de suite pour être jugé. Vous allez passer en comparution immédiate, parce qu'il se trouve que c'est pas la première fois quand même. Ça vous paraît normal, vous avez des enfants avec cette femme. Je vois que vous avez 2 petits mômes, là. Hein, et vous trouvez que c'est normal de taper sur la mère de ces gosses? Vous savez combien vous risquez, là? 5 ans de prison, hein. 5 ans de prison, parce que vous tapez sur votre concubine. Circonstance aggravante. Vous n'avez pas le droit de taper, c'est pas, elle vous appartient pas. Bon, vous reconnaissez les faits, donc? Alors, je reconnais les faits. Allez-y, messieurs, vous le ramenez dans la salle d'audience. Il existe différentes manières de poursuivre, donc de saisir un tribunal, à savoir qu'il y a soit la citation qui est faite directement par le tribunal,
mais qui va prendre un peu de temps. Hein, enfin, par le tribunal, je veux dire par le greffe du parquet, hein, mais qui prendra quelques mois. Donc, si vous voulez, c'est une affaire qui sera jugée dans 3-4 mois, hein, donc pas dans l'immédiat. C'est donc aussi la délivrance d'une convocation par les officiers de police judiciaire, donc par le commissariat, où on dit à la personne de venir se faire juger aussi dans 1 mois ou 2 mois. Ou bien alors, c'est la comparution immédiate. Ce qui me fait choisir, moi, si vous voulez, la comparution immédiate, c'est, si vous voulez, il y a des affaires où il faut, me semble-t-il, une réponse tout de suite et rapide. Et il est bien évident que dans les violences conjugales, ce qu'il faut éviter de faire, c'est que le cogneur, hein, ou la cogneuse, il faut éviter qu'en rentrant à la maison, il en remette une autre et, pour tenter de dissuader sa femme de porter plainte, parce qu'il pense que si elle retire sa plainte, plus rien ne va se passer. Donc, bref, pour calmer les esprits, je crois qu'il faut avoir une réponse tout de suite. Vous vous approchez. Alors, vous comparaissez selon la procédure de comparution immédiate. C'est-à-dire, vous avez déjà vu Madame le procureur de la République, et aujourd'hui, là maintenant, vous allez être jugé par le tribunal correctionnel. Alors, il vous est reproché d'avoir à Cayenne, le 29 mai 2000, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours sur la personne de à l'espèce de 10 jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime. Vous êtes le concubin de la victime. Elle se plaint de multiples douleurs diffuses en rapport avec des contusions, et l'examen révèle un hématome temporo-occipital droit, des contusions à la lèvre supérieure gauche, à l'œil gauche et au sourcil gauche, des griffures sur le cou, les cuisses, le dos. Madame le procureur, souhaitez-vous qu'on l'entende un tout petit peu, la concubine? Je viens contre, moi, monsieur le président. Parfait. Pensez-vous vous réconcilier avec votre concubin? Je l'aime, oui. S'il peut changer, il faut discuter. Bon, je suis prête la réponse est oui, il faut discuter. Vous pensez qu'il peut changer? Oui, parce que c'est pas son comportement, mais c'est vrai. Il faut qu'il parle. Il y a aussi du passé, de son passé. C'est pourquoi je suis prête à lui pardonner, mais à l'aider surtout. Mais c'est pas son comportement. D'après vous, il n'a pas un comportement violent d'ordinaire? Non, il est très, très calme. Parfait, asseyez-vous. Derrière. Messieurs, mes réquisitions, non seulement vont vous être adressées pour que vous prononciez une sanction à son encontre, à M. Gray, mais peut-être aussi je me permettrai 2-3 mots à l'endroit de la partie civile de la victime. Je voudrais tout d'abord effectivement dire à la victime que son concubin ne se retrouve pas en correctionnel simplement parce qu'elle est allée parler aux policiers, bien évidemment, parce qu'elle est allée parler aux policiers, mais pas qu'à cause de ça. Parce qu'il m'est apparu, et parce qu'il apparaît à toute la société dont je représente les intérêts, qu'il n'est pas supportable qu'un époux, on va dire époux, pour faciliter les débats, qu'un époux ou qu'un concubin règle ses problèmes en tapant sur sa compagne, qui est aussi la mère de ses enfants. Alors dans ce dossier, Monsieur le Président, messieurs, je vais peut-être vous étonner, mais je ne veux pas, moi, que Monsieur Gredno aille en prison. J'ai poursuivi Monsieur Gredno parce que je souhaiterais qu'il entende que c'est le dernier avertissement à son propos. J'ai poursuivi M. Gredno parce que c'était déjà la 2e fois qu'il tapait sur cette femme. Parce que M. Gredno m'apparaît avoir un problème avec la violence domestique. Je ne veux pas envoyer cet homme en prison parce qu'il n'est pas connu de la juridiction, parce qu'il n'a jamais été condamné. Et je dirais aussi, M. le Président, messieurs, parce que peut-être il reconnaît les faits et qu'il les reconnaît avec une certaine, comment dirais-je, acceptation. Alors, ce qui est peut-être souhaitable pour ce couple, c'est qu'on se rend bien compte qu'ils sont arrivés à une période et à un moment de non-parole et de non-rencontre. Ils sont là peut-être dans une situation où ça se bloque.
Eh bien, mon Dieu, il existe des psychologues sur la place de Cayenne. Et qu'il n'est pas interdit d'aller consulter et d'aller entendre. Et qu'il n'est peut-être pas interdit que monsieur fasse une démarche pour essayer de comprendre cette violence, pour essayer de comprendre pourquoi cette relation à la femme, pourquoi cette relation à la femme avec qui il a des relations intimes. C'est son problème. Il va bien falloir qu'il les règle s'il ne veut pas recommencer. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, messieurs, je vous demande de condamner monsieur à 4 mois d'emprisonnement assorti du sursis, avec un sursis avec mise à l'épreuve et obligation de soins pendant 18 mois. On pense toujours que le magistrat du parquet, lorsqu'il requiert, ça doit être linéaire ou somme toute un peu bon. Et si vous voulez, ce qu'on peut-être on comprend et on reconnaît de quelqu'un, d'un avocat, hein, on se dit tiens, c'est étrange un magistrat. Et je vous dirais pourquoi pas. Pourquoi pas avoir de la passion pour défendre les intérêts de la société? Pourquoi pas? Moi, je sens une flamme, si vous voulez, comme du temps où j'étais au barreau. Quand je défendais quelqu'un avec une conviction et auquel je croyais, ben, je l'ai pareil là. Pour moi, les intérêts de la société, c'est tout aussi important. Quand je requiers contre un violeur ou contre un... Bon, j'ai quelque part l'impression de porter, c'est vrai, la parole pour tous ces petits-enfants qui n'ont pas à être violés. Et c'est... Hein, c'est sûr. Vous pouvez pas... Moi, je peux pas me défaire de... Moi, je ne requiers pas qu'en fonction de 3 lignes dans le code pénal. C'est pas pensable, ça. Je suis un être humain, moi. C'est ça, plus tout ce que je suis. Le tribunal vous a reconnu coupable des faits qui vous sont reprochés et en répression vous a condamné donc à 6 mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve. Et vous êtes libre, hein, vous êtes libre. Et comme obligation, vous aurez notamment une obligation de soins. Le tribunal a pensé qu'il serait bon pour vous d'être soigné. Le procureur n'est pas simplement là pour demander des peines de prison, par exemple. Il n'est pas simplement là pour demander des peines de prison lourdes. C'est vrai que devant un fait grave, qu'il s'agisse du tribunal correctionnel où on juge les délits, qu'il s'agisse de la cour d'assises où on juge les affaires criminelles, c'est vrai que devant un crime particulièrement lourd, particulièrement éprouvant, on a une certaine satisfaction de savoir que le criminel est d'une part sanctionné, d'autre part neutralisé pour un certain temps. Mais c'est toujours dur de voir quelqu'un partir pour plusieurs années en prison. Et puis il y a d'autres satisfactions. Quand on arrive à prononcer sur le compte de quelqu'un une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, et dans le cadre de cette mise à l'épreuve, la possibilité et l'obligation d'organiser des soins, on a l'espoir de remettre quelqu'un dans le rail. Allô? Oui, c'est vous, Marie. Oui, monsieur. Bonjour, c'est madame Gainakis. Oui, merci, madame. Oui. J'avais contact avec monsieur Ravenet concernant l'affaire de coup de sabre, là. Hein? Oui, qu'est-ce que c'est comme ça? Ouais, c'est un grand sabre d'abattis normal. Ok, hein? d'accord. Il m'a dit c'est le sable. Bon, moi, je l'avais pas trouvé. Il était dans le sable à l'entrée du couloir. D'accord, il y a des traces de sang dessus? Oui, oui. D'accord. Ouais, bon, vous l'avez saisi? Oui, je le saisis, oui. Entendu. Vous l'avez photographié? Non, pas encore. Vous le ferez? Oui. D'accord. Voilà. Je le remets pas en garde à vue. Ben si. Si, je le remets en Ben garde à si, vue. vous le remettez en garde à vue. La victime est dans quel état? On l'a opéré? 90 jours d'ITT. Rien que ça. Oui, on l'a Ouais. opéré. On l'a Ouais. opéré. Est-ce Hier, qu'il il avait encore ses mains. C'est-à-dire? Bah, il avait ses mains. Il avait ses mains. Il avait ses mains hier, ouais. Et il avait ses... Disons que j'ai vu dans son lit, quoi. Hein? Écoutez, amenez-le ce matin parce qu'on a les comparutions immédiates cet après-midi. Ça serait trop bousculé. Le juge aussi. Hein? 11h, dernier délai? 11h. Merci. À tout à l'heure. On ouvre une information dans un certain nombre d'hypothèses. D'abord, c'est obligatoire en matière criminelle. C'est le code de procédure pénale qui nous l'impose, et même si le crime particulièrement simple est normalement rapidement élucidé, il faut confier ce dossier au juge d'instruction. La procédure démontre que vous avez commis des violences particulièrement graves. Bon, compte tenu de ce qu'il s'agit d'une affaire importante, je vous adresse au juge d'instruction. Hein. C'est lui qui, à partir de maintenant, va s'occuper de poursuivre l'instruction de ce dossier
Il va faire les vérifications qui restent à effectuer, il va faire procéder aux expertises nécessaires, en particulier pour déterminer l'importance des lésions causées à la victime. Et c'est également lui qui appréciera ce qu'il doit faire de vous après que vous saurez expliquer avec lui. Et après, il envisagera s'il doit vous placer en détention en particulier. J'attire votre attention sur le fait que vous avez au surcroît des antécédents judiciaires. Vous avez été condamné déjà pour vol et vol avec violence. Hein. Compte tenu de la gravité des faits et de la gravité du trouble à l'ordre public qu'occasionne ce type de comportement, j'estime qu'il est nécessaire de demander un mandat de dépôt, une mesure d'incarcération provisoire. Et c'est sur mes réquisitions que le juge d'instruction va apprécier s'il doit ou pas prononcer un mandat de dépôt. Je vais vous apporter le pièce à conviction. Ça, il est aiguisé? Oui, il a été affûté. Oui. Vous avez déposé au scellé? Oui. Hein? Oui. Vous l'avez photographié dans la procédure? Oui, je l'ai photographié comme vous me l'avez demandé. D'accord. Je vous Allez. présente la... Merci, mais vous le remettrez. Je remettrai au juge d'instruction, c'est lui qui signera, hein, voilà. puisque j'ai ouvert une information. Merci. Bonjour. Je vous amener le sabre de Les services de police et gendarmerie nous déposent les scellés avec un ordre de dépôt signé du magistrat, et puis ensuite on le range avec les autres objets déposés depuis quelques années. Alors voilà la salle des pièces à conviction du TGI de Cayenne. Je pense que c'est assez indigne. C'est assez indigne. Moi, je suis à deux doigts d'appliquer la procédure de retrait. C'est-à-dire, on ferme, terminé, tant que les conditions d'hygiène et de sécurité ne sont pas remplies. La hantise de ce service, c'est effectivement de ne pas retrouver un scellé. Et en général, c'est toujours un scellé important, une affaire criminelle. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de conséquences graves. Mais enfin, compte tenu de l'état des pièces à conviction, ça nous pend au nez, quoi. C'est évident. Monsieur, bonjour. Bonjour. On va attendre un petit peu, il y a Ravenet qui doit nous rejoindre. Hein. Il s'agit d'une réunion d'action publique ou réunion de police judiciaire au cours de laquelle le procureur de la République donne des instructions aux chefs des services de police et de gendarmerie avec lesquels il travaille. Il appartient au procureur de la République, sur instruction du procureur général, sur instruction du ministre de la Justice, de définir les modalités d'application de la loi pénale. Actuellement, en cours d'élaboration, on est loin d'être les premiers à faire ça. Hein. Un projet de convention éducation nationale police-justice sur la délinquance en milieu scolaire. Le but, c'est d'essayer de mettre en place un système permettant, dans le cadre d'une concertation optimale, de signaler les infractions, de signaler toute situation de mise en danger, de signaler ça de manière opportune et efficace, c'est-à-dire qu'il ne faut pas embarrasser les services de police, gendarmerie et le parquet avec des incivilités qui relèvent purement et simplement de la discipline scolaire et non pas du code pénal. Véritablement, même si c'est pas tout à fait une infraction pénale, mais si véritablement c'est une conduite antisociale, si ça démontre que le gamin il est vraiment très très mal, je crois qu'ils doivent quand même nous en informer, parce que de toute façon on le verra ce moment. La tentation pour certains établissements, pour certains personnels d'encadrement, c'est de gérer directement et tout seul, en particulier en matière d'infractions sexuelles. Je pense qu'il y a des cas où tous les anciens substituts des mineurs ont été confrontés à ce genre de situation. Où l'établissement, avant de révéler le fait, on pousse l'attente au maximum. Et quand on signale, c'est parfois un peu tard en termes d'enquête judiciaire. Et on arrive, je ne dis pas après la bataille, mais dans des conditions qui ne sont pas bonnes.
Je m'appelle Éric Vaillant, je suis substitut du procureur. Je viens une semaine par mois en Guyane où j'apporte un renfort à la juridiction. Le reste du temps, je suis basé en Martinique. J'aime beaucoup, moi, ces régions un peu lointaines où on voit des choses très différentes de ce qui se fait en métropole. Alors, j'ai quand même travaillé 5 ans en métropole, comme juge d'instruction à Béziers. Mais j'aime beaucoup, moi je suis attiré par cette vie extraordinaire, par ces rapports avec les gens qui sont très différents de ce qu'on connaît en métropole. On a pu établir que 2 des 3 personnes placées en garde à vue sont des évadés de la prison de Rémire. Donc avec des antécédents importants. D'autres méfaits? Voilà, alors au moins un vol à main armée sur Kourou, une séquestration et un vol sous la menace d'une arme à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc il n'y a pas de problème, ça justifie une prolongation de garde à vue. Le rôle du parquet lors d'une prolongation de garde à vue, c'est de s'assurer que les conditions légales de la garde à vue sont bien remplies, sont bien satisfaites par les gendarmes. Aussi. Quel est l'OPJ chargé de cette garde à vue? C'est vous. Bonsoir. Donc, lui, c'est lequel? Il s'appelle comment? Navisti. Si, non. Navisti. Vous m'avez préparé. Voilà. Donc, ça, c'est la demande de prolongation. Oui. D'accord. Vous n'avez pas préparé la. Non. Bon, écoutez, donc je le ferai après. Je la ferai et c'est vous qui lui la notifierez. D'accord. Allez, je vais me mettre en face. Donnez-moi quand même votre papier. Je reprends pour que j'ai au moins son identité sous les yeux. Merci. Bonsoir, monsieur. Bon, monsieur, on vous a retrouvé donc avec de la drogue sur vous, on vous a retrouvé avec une arme sur vous. Vous êtes en situation irrégulière sur le territoire français, donc on a des questions à vous poser, monsieur. Monsieur, je vais prolonger votre garde à vue de 24 heures. Donc vous lui expliquez ça, qu'on va le garder dans ces locaux 24 heures de plus. Ils disent qu'il ne supporte pas cette situation parce qu'il ne mange pas comme il faut. Ah, alors qu'est-ce qu'il a mangé? Quel est son problème de nourriture? Qu'il m'explique. Quand est-ce qu'il a mangé et qu'est-ce qu'il a mangé exactement? Un sandwich. Un sandwich? Oui. D'accord, il a encore faim, c'est ça qu'il me dit? Oui, il a toujours faim. Donc il aura un deuxième sandwich bientôt. Mais il ne fait pas que les gendarmes sont durs avec lui. Durs. Qu'est-ce qu'il appelle par dur? Ils disent la vérité, mais les gendarmes disent le contraire. Il sait que c'était pas bien qu'il a fait cocaïne et une arme dans son... Alors il va nous expliquer tout ce qu'il a à nous expliquer et il va donner tous les détails aux gendarmes pour vider sa conscience s'il est certain que c'est pas bien. Si on sent le moindre problème, le premier réflexe, c'est l'appel au médecin. Bon, on appelle immédiatement le médecin, on fait constater donc l'état de l'individu. Mais de toute façon, dans les 24 heures, il voit systématiquement un médecin. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude. Mais si j'avais remarqué la moindre chose, j'aurais immédiatement fait venir un médecin. À un moment donné, pour tout vous dire, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, j'ai eu le sentiment qu'il allait me parler donc, de maltraitance. Il a commencé à regarder son œil, à me montrer. J'ai eu le sentiment qu'il allait me dire via l'interprète qu'il était battu. Bon, finalement, il a rien sorti de tel. Bon, dans ces cas-là... J'aurais dit soit, j'aurais pas pris parti, mais j'aurais demandé qu'on appelle immédiatement un médecin pour constater son état de santé. Pour les prolongations de garde à vue, on ne se déplace pas systématiquement. C'est pas qu'on ne le veut pas. C'est vraiment que la pression de l'urgence, les affaires qui tournent, la disponibilité n'est pas là. Et nous souhaitons tous des moyens supplémentaires pour pouvoir exercer pleinement nos missions de contrôle. En ce qui concerne les mineurs, la prolongation de garde à vue se fait en présence du procureur de la République, ça c'est obligatoire. Et dans tous les cas où on prolonge la garde à vue d'un prévenu, on s'assure qu'il est bien traité. Alors,
Cette démarche n'est pas là à raison d'une suspicion de principe à l'encontre des services de police ou de gendarmerie, mais c'est plutôt pour conforter les suites de la procédure, justement parce qu'on a régulièrement affaire à des gens qui nous disent « j'ai été frappé, j'ai été battu », c'est pour ça que j'ai dit tout ça, mes réflexions faites, je reviens sur mes aveux. Donc quand on prolonge la garde à vue, on s'assure aussi que la personne va bien, qu'elle a pu être examinée par un médecin si elle le souhaite. Et c'est une manière aussi de verrouiller en quelque sorte et de faire en sorte qu'on ne soit pas embarrassé ultérieurement par des allégations de violence qui sont totalement de mauvaise foi mais qui vont ralentir le cours de la justice. Après sa journée au tribunal, Madame le procureur est attendue à la préfecture de la Guyane. À l'ordre du jour, la lutte contre les exploitations illégales de minerais d'or, source d'évasion fiscale. Chaque département a son quota de clandestins. Ici en Guyane, ce sont les orpailleurs qui préoccupent les représentants de l'État. Je vous remercie d'être venus les uns et les autres. L'objet de notre réunion est donc de faire le point sur la manière dont on peut, sur les suites qu'on peut donner aux actions qui peuvent être conduites en matière de police contre les orpailleurs clandestins qui sont installés depuis un certain temps sur Maripasoula et qui développent une activité régulière, polluante et qui pose des problèmes pour les populations riveraines. J'aimerais bien qu'on précise exactement quels sont les sites actuellement exploités régulièrement, par qui, où est-ce qu'ils se situent. Prendre un peu la mesure exacte du phénomène et de son ampleur. Il y a 4 sites sur le secteur de Grigel, qui est sur la rivière Ouaki. Et il y a 2 sites plus en aval sur le Tampoc. Ils sont tous en zone interdite. Ils sont tous en zone d'accès réglementé. Sauf les 2 qui sont sur la crique Roche. Les Amérindiens, ils sont là les derniers. Ils sont nombreux, Oh, ils ne sont pas très nombreux, non. Et puis, ils sont un petit peu partagés. C'est-à-dire que les premiers contacts qui ont eu lieu avec eux il y a 2 mois, les hommes étaient plutôt pour, même un peu réticents. Par contre, les femmes étaient farouchement opposées. Les jeunes étaient opposés. À leur paillage. À leur paillage, oui. Globalement, ils sont opposés. Je me demande si on ne peut pas faire une opération en 2 temps. Dans un premier temps, développer une présence militaire, administrative sur place pour manifester que quelque chose se met en mouvement. Et à la faveur de ce dispositif, on peut espérer que ceux qui veulent se désengager, ceux qui veulent se régulariser ou ne pas être interpellés aient le temps de dégager les sites, un peu spontanément. Et puis ensuite, bon, à la limite, passé un certain temps, on intervient sur ce qui pourrait être le noyau dur des résistants. Alors, là, oui, on va avoir un problème de gestion dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un repli qui va s'opérer rapidement à partir du moment où ils vont voir qu'une opération se profile, et ils vont revenir une fois qu'ils auront le sentiment que les moyens vont s'en aller. Mais si on veut être efficace, nous, dans un premier temps, il faut assurer la saisie des matériels. C'est tout le problème, c'est de leur maintien sur place. Mais c'est le matériel qui permet l'exploitation illicite. Donc à ce titre et dans la perspective d'une confiscation par le tribunal, on doit faire des saisies préalables. Ça suppose vraiment des grands moyens. Là, ça suppose des moyens effectivement qui sont demandés à Paris et qui vont l'être. Ça suppose aussi, on ne peut pas faire une opération surprise. Je crois qu'au contraire, il faut annoncer qu'on ne va pas tarder à arriver, manifester notre volonté et la manifester de manière progressive. Je crois que c'est peut-être plus sain à tout point de vue. La situation a évolué très vite ici en Guyane. Avant, tout était relativement calme. Puis depuis une dizaine d'années, on est confronté à une montée en puissance extrêmement rapide de phénomènes de délinquance assez lourds qui trouvent leur origine dans l'arrivée de la drogue. Ici, beaucoup plus tard qu'ailleurs, qui trouvent leur origine dans la guerre civile au Suriname, qui a bouleversé le pays voisin entre 86 et 92. Donc autant d'éléments qui ont favorisé l'émergence d'une délinquance qui passe pour être quand même relativement violente, là où on ne l'attendait pas. C'est mon fort. Alors, on fait le point sur les affaires de la nuit et de la veille. Alors, hier, 14h30, nous avions une garde à vue sur Sinamari, un type drogué au crack qui a tapé sur sa mère de 72 ans. Alors, il est drogué. J'ai vu un petit peu si on le connaissait ici. Effectivement, il a des antécédents, il a été jugé. Il a eu du sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de vol. Vous pensez le faire juger mardi ?
Mardi, à l'audience de comparution immédiate. Mardi. Mandat de dépôt jusqu'à mardi. Voilà. Ok. Donc vous avez battu votre mère de 72 ans et vous avez aussi frappé votre nièce. Ma mère, c'est moi qui l'ai battu. J'ai trouvé ça dans les archives de la juridiction. On vous a déjà condamné une fois Pour vol. pour vol, avec effraction, et on vous avait mis 6 mois, dont 3 mois avec sursis, avec obligation de vous désintoxiquer du crack. Ça n'a pas l'air d'être fait, ça. Hein. Vous allez passer à l'audience mardi prochain. D'ici là, je vais demander au juge de permanence de vous mettre en prison jusqu'à mardi. Ouais. 1, ça aura pour effet de vous calmer. Ouais, d'accord. 2, peut-être de vous faire réfléchir à votre misère. Ok. Déjà mardi. Est-ce que vous voulez la présence d'un avocat pour votre comparution devant ce juge? J'ai pas compris. Est-ce que vous voulez un avocat? Ouais, un Avocat, oui. Pour faire un... Pour aller voir le juge, là. Hein, vous voulez? Non. Vous voulez pas d'avocat? Non. Moi, je pense que pendant votre emprisonnement, vous feriez bien de Ah. prendre des bonnes résolutions. Voilà. Du genre, arrêtez de vous droguer au crack. Ouais. Voilà, merci. Bon, eh ben, on va aller voir de ce pas le juge délégué du week-end. Voilà, fini. Messieurs, vous leur mettez les menottes, s'il vous plaît. La drogue de la Guyane, c'est le crack, c'est la cocaïne. Il faut dire que la cocaïne coûte pas cher ici. Hein, ça va être à peu près 10 fois moins que la métropole. Donc elle n'est pas chère, elle est disponible parce qu'il y a un gros marché, et notamment en provenance du Suriname et du Guyana, pays frontières. Enfin, le gros drame, c'est le crack. On dit qu'à la première prise, le cerveau commence à se détruire. J'ai vu les parquets évoluer. On est passé d'une époque où on travaillait essentiellement sur courrier, c'est-à-dire que on recevait d'une part toutes les plaintes et les procès-verbaux d'un courrier, et d'autre part, on traitait immédiatement les affaires lourdes et graves pour lesquelles on saisissait le juge d'instruction. Et entre les deux, on faisait quelques comparutions immédiates. Au jour d'aujourd'hui, on a développé un certain nombre de réponses de plus en plus rapides. Et actuellement, on s'oriente vers une réponse plus diversifiée, une réponse qu'on pense plus adaptée. C'est ce qu'on appelle le traitement en temps réel des procédures pénales. Il cherche manifestement à échapper à sa mise en examen en prétextant sur un mode puéril des troubles mnésiques qui sont simulés et qui ne résistent pas à la confrontation des données qui sont en notre possession. Un prélèvement urinaire à la recherche de toxiques cannabis-cocaïne a été effectué aux urgences. On va essayer de reprendre ça parce que j'imagine la tête du tribunal devant ce certificat. Bon, vous y étiez? Vous avez vu le médecin? Non. En substance, bon, pas d'altération mentale. Voilà. Susceptible d'altérer sa responsabilité. Les victimes vont venir, vous les avez vues? Qui c'est qui va venir? Ils veulent pas? Ils ont peur? Lors de l'interpellation, surtout monsieur et madame, mais surtout la fille, il y a eu des menaces des jeunes du quartier, etc. Oui, on voit quand même qu'il y en a un qui a commencé à la pister pendant 2 jours. Donc ils ont un peu peur, quoi. Monsieur, bonjour, asseyez-vous. En clair, un vol avec violence et en réunion avec un auteur non identifié. Un vol avec violence, vous vous expliquerez après, hein, j'arrive, monsieur. Celui que j'étais avec lui, c'est vrai, mais les autres, c'est pas vrai. Alors, j'attends vos explications, qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est pas vrai. Celui que j'étais avec lui là, c'est vrai, mais les autres, c'est pas vrai. Pourtant, vous avez été formellement identifié par les victimes. Mais c'est pas vrai, ça, c'est pas moi. Il vaut mieux reconnaître les faits tels qu'ils sont, dire la vérité. Mais le premier, c'est mieux pour tout le monde, hein? Le premier, c'est vrai, mais les autres, c'est pas vrai. En ce qui concerne la cocaïne et le cannabis, monsieur, vous faites usage de cocaïne depuis combien de temps? 3 ans. Vous achetez ça comment? On me donne. On vous donne? Gratuit tout le temps? Non, pas Et en échange de quoi? De rien. C'est pas très crédible, ça, monsieur. Ça a commencé dès 1996, donc il y a déjà 4 ans. Des vols avec effraction. Port d'armes, 6e catégorie. Qu'est-ce que vous proposez?
propos. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, vous contestez 3 vols sur 4, mais même s'il n'y en a qu'un seul, ça demeure très grave. Hein? Et on dit faute avouée à moitié pardonnée. Je crois que dans faute avouée, il y a le fait d'assumer effectivement sa faute et le fait de donner à la société un petit peu de, du moins à l'intéressé devant la société, un peu de crédit. Quelqu'un qui avoue sa faute, c'est quelqu'un en qui peut-être on peut quand même placer un peu de confiance pour l'avenir. Quelqu'un qui n'assume pas sa faute, comment peut-on lui faire confiance pour plus tard? Difficile, du moins plus difficile, d'où cette réaction peut-être de sévérité accrue de la juridiction dans ce genre de situation. Non, mais si tu n'es pas prête, on ressort et puis... Qui préside? Bien, ramenez-vous pour venir. Hein? Couvert. Les assesseurs, T'as pas entendu la sonnette? Mais Bah, si, c'est j'ai moi, entendu, Colo. mais j'étais en audition, là. C'est Colo et moi. Hein? Ah oui. Le tribunal correctionnel reprend son audience. Asseyez-vous. Il vous est reproché donc d'avoir à Kourou, le 7 juin de l'an 2000, volé une chaîne d'or, donc de coups, appartenant à avec violence et en réunion avec votre comparse. Je la connais. Oui. La Patrice. Est-ce que la victime est là? Est-ce qu'elle peut s'avancer, s'il vous plaît? Arrivé à peu près à ma hauteur, il est descendu de vélo et puis il a commencé à me parler. Moi, j'ai pas vu de menace là-dedans. Je continuais ma route puisque j'étais près de chez moi. J'ai pas vu venir du tout, non. D'accord. Donc il a arraché la chaîne. Vous avez été blessé? Non, j'ai presque rien. D'accord. Parfait. Madame le procureur, des questions? Il peut nous dire s'il a déjà comparu devant une juridiction de jugement? Est-ce que vous avez déjà comparu devant un tribunal? Est-ce que vous avez été condamné? Il dit non. Il dit non. Alors, nous avons le casier judiciaire, ici. Nous avons le casier judiciaire qui porte trace de, je vais vous dire très précisément, de trois condamnations, en tous les cas, qui sont inscrites. Une condamnation le 11 juin 1998 par le tribunal pour enfants. 3 mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une escalade. Il y a eu un mandat de dépôt. Une condamnation également le même jour par le tribunal pour enfants, 2 ans d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants. Et une condamnation le 10 septembre 1998 par le tribunal pour enfants de Cayenne, 6 mois d'emprisonnement pour un vol, une extorsion par violence, une agression sexuelle, des dégradations graves d'un bien appartenant à autrui, rébellion et évasion par violence. Madame le procureur de la République, il n'y a pas de constitution de partie civile. Vous avez la parole pour vos réquisitions. Je précise que M. Kaour a été suivi sur le plan psychiatrique. Il a été examiné dans le cadre de cette procédure par un médecin qui atteste de ce qu'il n'y a pas d'altération de son état mental au moment des agissements qui lui sont reprochés. Mais s'il ne suit pas les traitements qui peuvent lui être suggérés, évidemment, il est pleinement responsable des fautes qui pourraient être pour partie inspirées par sa fragilité psychologique. Donc en ce qui concerne M. Claude Rémiras, j'estime qu'il est nécessaire de réagir fermement, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la gravité du trouble à l'ordre public causé par ces agissements et le risque éminent de récidive. Je vous propose de prononcer contre lui une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont une partie de 6 à 12 mois assortie d'un sursis. Merci. L'audience est reprise. Monsieur Rémiras, venez à la barre, s'il vous plaît. Alors, le tribunal vous reconnaît coupable de tous les faits qui vous sont reprochés. En répression, le tribunal vous condamne à 3 ans d'emprisonnement, dont 12 mois assortis du sursis et mis à l'épreuve. Alors, pendant ces 3 ans, il aura comme épreuve une obligation de soins. Il faut qu'il se fasse soigner. Le tribunal décerne contre lui un mandat de dépôt, il va aller en prison. Il dit pour le traitement, est-ce que ça il a 2 ans pour y réfléchir, il fait 2 ans de prison d'abord. On n'est pas infaillible, c'est certain, on peut se tromper.
Je crois que quel que soit l'interlocuteur, quel que soit son professionnalisme, il peut se tromper, c'est parfaitement humain et nous faisons un métier qui est parfaitement humain. Ce sur quoi je crois qu'il faut insister, c'est pas la question de l'erreur que peut commettre telle ou telle personne dans l'appréciation d'un dossier, c'est la question du doute qui est totalement différente. Si on doit douter, si on doute de la culpabilité de quelqu'un, eh bien on ne peut pas engager de poursuite contre lui. Sauf cas particulier où on pense que l'audience va peut-être nous éclairer un peu plus. Mais si on a un doute, on laisse tomber. On ne doit pas y aller, on ne doit pas parler contre sa conscience, demander une peine à laquelle on ne croit pas. On n'est pas là pour ça. Je m'occupe des rectifications d'état civil comme dans n'importe quel parquet de France, avec cette spécificité néanmoins qu'il y a ici des jugements déclaratifs de naissance en très grand nombre. Donc des personnes qui n'ont pas vu leur naissance déclarée donc, au moment de leur arrivée au monde par leurs parents. Il faut donc un acte de naissance. On a failli partir sans toi. C'était la chanson qu'avait composée pour moi la chorale quand j'ai quitté mon poste de Fort-de-France pour aller à Cayenne. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais substitut du procureur premier substitut du procureur République et j'habitais à Redoute, quartier de Cayenne, de Fort-de-France bien connu. Sèche tes jolis yeux, entends notre supplique, tu pars sous d'autres cieux. Servir la République sans te prendre au sérieux, car tu sais que la vie est une comédie. Sèche tes jolis yeux. Route la ridoutini en belle madame la city en sistiti, Cavini procurait, à présent procurait Capati pour Cayenne cher. La justice, pour le jugement déclaratif de naissance. Ce que vous allez leur dire, en fait, c'est que le procureur de la République, dont c'est la mission, doit, s'il n'y a pas eu d'acte enregistré à l'état civil, entreprendre une procédure qui va remplacer la déclaration de naissance à l'état civil par un jugement. C'est favorable. Oui. Et il y a pas de mot quand tu fais douane. Oui, c'est l'Ampou, L-A-M. Il y a Fanan Infi. Il écrit comment son nom? C'est comme ça que tu écris ton nom? Avec la bonne orthographe. Pour lui. La question que je pose, c'est qui lui a permis, qui lui a dit d'utiliser cette orthographe? Vous permettez? Oui. Voilà, en fait, ce monsieur, il me dit, s'appelait Lampou. C'est moi-même qui il m'a dit, s'appelait Lampou et il n'a pas été enregistré ni au Suriname ni ici. Moi, j'écris Lampou en français exactement comme vous l'avez fait. Donc, j'ai écrit Lampou. Non. C'est pas, on ne doit pas déformer l'orthographe originelle d'un nom pour l'adapter à la phonétique ou à la consonance française. Bon, avec son consentement. Mais ce n'est pas le consentement de la personne qui doit changer le nom, c'est justement, toutes les décisions relatives à l'état civil ne dépendent pas de la volonté des personnes. Pour changer un nom, pour changer un prénom, il faut un jugement. Alors, Manti. Comme maman, ment. Manti. C'est un M, c'est Manti, Massi. Elle le confirme en votre présence. Ma mère est décédée il y a environ 3 ans. Voilà. Par contre, il a appris à le signer comme ça, voilà, mais des fois, on retrouve des signatures qui sont différentes. Vous voulez bien, madame? Allez.
Comme vous voulez. Et Ken, maman. Et Kenny, ça y a bien goûté. Je leur ai toujours demandé. Juste quelque chose. Oti, ça y manque, Oti. Un peu, oui, un peu encore. Ouais, c'est vrai, ouais, il n'y a pas de problème. Mais... La personne aussi, comme on va aller un peu plus vite, hein? D'accord. Parce qu'autrement, voilà. Mais... La question de l'état civil, c'est pas simplement une question juridique. Il s'agit pour nous de rapporter la preuve de la naissance d'une personne sur une commune du territoire français, ou de dire que cette preuve n'est pas rapportée. Le processus ensuite d'attribution de titres de séjour ou de carte d'identité relève de la compétence de la préfecture. Maintenant, au-delà de la procédure judiciaire, il y a une véritable question politique qui se pose et qui a amené, à un moment donné, le Premier ministre à intervenir pour que le recensement des populations du fleuve puisse être entrepris le plus rapidement possible. C'est ce qui s'est passé en 1998. Je crois sincèrement que quand j'exerce mon métier, je l'exerce en conscience, c'est-à-dire que je ne perds pas de vue que je suis là au nom de la République et que c'est pour elle que j'exerce mes attributions. C'est une perception qui est assez continuelle. Je n'ai pas le sentiment de faire ce que je fais pour moi. Je n'ai pas le sentiment de faire ce que je fais en compensation du traitement qui m'est servi. J'ai aussi le sentiment d'exercer une mission et je ne perds pas de vue cette mission. Est-ce que ça veut dire que soi-même, on doit être incorruptible? Ah, tout à fait. On doit être tout à fait incorruptible. Alors, bien sûr, on n'est pas à l'abri des influences du milieu ambiant et n'importe qui est sujet à toutes sortes d'influences. Mais on doit être vigilant.